Salut à tous, aujourd'hui on va parler des zones d'intensité pour les sports d'endurance. Que vous soyez nageur, cycliste ou encore coureur à pied, vous avez déjà probablement entendu parler de ces zones d'intensité. Typiquement, les coureurs à pied, vous avez déjà entendu parler des séances à VMA, des séances au seuil ou encore des séances d'endurance fondamentale. Les cyclistes, vous avez peut-être déjà entendu parler de séances à PMA, de séances d'endurance critique ou encore cette fameuse endurance fondamentale. Mais vous avez aussi pu voir sur des plans d'entraînement ces zones indiquées par une lettre suivie d'un numéro. Typiquement pour les coureurs à pied ou les nageurs, vous avez déjà vu la lettre Z suivie d'un numéro, Z1, Z2, Z3, ou pour les cyclistes, la lettre I suivie d'un numéro, I1, I2, I3, etc. Mais ces zones d'intensité, quelles sont-elles? Comment les définit-on? C'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Pour faire simple, il existe un continuum de vitesse, d'allure, ou de puissance qu'on peut tenir sur une durée limitée. Par exemple, si vous faites un sprint, si vous donnez absolument tout, c'est-à-dire vraiment en mode all-out, alors vous pourrez probablement tenir qu'une poignée de secondes. A l'inverse, si vous allez très lentement, à peine plus vite que la marche, alors vous pourrez tenir sur une durée quasi infinie, ou au moins plusieurs heures, ça c'est sûr. C'est ce que je vous propose de schématiser à travers le graphe que vous voyez apparaître à l'écran. Ce graphe représente le continuum de vitesse que je suis capable moi de tenir en fonction de la durée. Cette durée va de 3 secondes jusqu'à 120 minutes, c'est-à-dire environ 2 heures. Je me suis inspiré d'un modèle des sciences du sport qui est le modèle Performance Record. Ce modèle consiste à faire glisser des fenêtres de 5 secondes, 10 secondes, allant jusqu'à la durée qu'on veut. Donc moi ici, par exemple, typiquement 120 minutes. Et ce, sur toutes les activités qu'on a sous la main. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai récupéré 6 mois d'activité sur Garmin Connect. Donc j'ai fait glisser toutes ces fenêtres de temps sur toutes mes activités et j'ai pu prendre la valeur maximale, donc c'est-à-dire l'allure maximale sur chacune de ces fenêtres de temps. Donc l'allure maximale sur 5 secondes, l'allure maximale sur 10 secondes, l'allure maximale sur 15 secondes, etc. jusqu'à l'allure maximale que j'étais capable de tenir sur 120 minutes. Donc on voit bien sur la partie gauche de ce graphe les allures que j'étais capable de tenir sur 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. Et sur la droite, là où j'étais capable de tenir sur 120 minutes. Seul petit hic avec ce graphe, c'est que je ne me suis pas amusé à courir 5 secondes à bloc, puis le lendemain 10 secondes à bloc, puis le surlendemain 15 secondes à bloc en faisant des efforts maximaux pour chacune de ces fenêtres de temps à chaque entraînement. C'était juste impossible. Et donc pour rendre ce graphe un peu plus réaliste, j'ai choisi de prendre 2 courses où j'étais sûr d'avoir fait des efforts maximaux sur ces 6 derniers mois, c'est-à-dire un 10 km au mois de mars où j'ai couru environ 32 minutes, ce qui était mon record personnel, et un semi-marathon au mois d'avril où j'ai couru 1h12, qui était également un record personnel. Et donc sur cet escalier, on voit bien ces 2 points, ici aux environs de 32 minutes et là aux environs d'1h12. Maintenant qu'on a bien compris ce graphique, on va pouvoir définir avec plus de facilité ce que sont les zones d'intensité. Les zones d'intensité sont en fait un découpage de ce continuum de temps en différentes catégories. Suivant les études, il y a eu différentes catégorisations faites au cours de l'histoire, allant de la plus simple, une catégorisation en 3 classes, c'est-à-dire en 3 zones d'intensité. Pour bien la comprendre, il faut introduire un nouveau concept. Et ce concept est la notion de seuil. Il faut savoir qu'il fait pas mal débat aujourd'hui dans la littérature scientifique, donc je vais pas non plus trop me mouiller puisque ce n'est pas ma spécialité. En tout cas, je vais vous donner les infos importantes à savoir sur ces seuils, afin qu'on puisse bien comprendre ensuite les catégorisations des zones d'intensité. Et donc au niveau des seuils, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il y a 2 seuils. Le seuil ventilatoire numéro 1, qui va être le seuil dit aérobie, et le seuil ventilatoire numéro 2, qui va être le seuil dit anaérobie. Au niveau du seuil aérobie, on va avoir une accélération du rythme cardiaque qui va être assez brusque, et une accélération du rythme respiratoire qui va être assez brusque également. Au niveau du seuil anaérobie, on va voir également une accélération assez brusque du rythme respiratoire et du rythme cardiaque. Mais en plus de ces 2 accélérations, cette fois-ci, on va voir l'apparition d'une nouvelle filière énergétique qui est mise en jeu au niveau physiologique. Effectivement, avant d'atteindre le seuil dit anaérobie, on va principalement utiliser la filière énergétique dite aérobie. C'est-à-dire qu'on va coupler des molécules appelées lactates avec de l'oxygène. Et donc, une fois dépassé ce seuil dit anaérobie, c'est la filière énergétique anaérobie lactique qui va commencer à prendre le relais. Et je précise commencer à prendre le relais parce que c'est justement tout le sujet du débat scientifique aujourd'hui. C'est qu'en fait, on ne va pas avoir une filière énergétique qui va stopper net à ce seuil et une nouvelle filière énergétique qui va prendre le relais et commencer à ce moment-là. Ça va se faire petit à petit et à l'approche de ce seuil, la filière aérobie va être de moins en moins sollicitée quand la filière anaérobie va commencer à être de plus en plus sollicitée. Et donc une fois dépassé ce 2e seuil, c'est la filière anaérobie qui prendra le dessus, c'est-à-dire qu'on va utiliser moins d'oxygène, mais par contre plus de lactate. Et c'est d'ailleurs ce que certains chercheurs, certains coachs ou certains athlètes tentent de mesurer à l'effort, le taux de lactate. Ce taux de lactate, il va être à peu près de 4 millimoles au moment du passage de ce seuil. Donc on peut le retrouver 4 millimoles dans le sang, je précise, pas dans les cellules. Et au seuil ventilatoire numéro 1, ce taux de lactate est de 2 millimoles environ. Voilà, moi je vous ai dit ce que je connaissais au niveau des seuils. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, prendre part au débat ou autre, vous pouvez acheter des livres, regarder sur internet et tout ça. Moi je vais m'arrêter ici pour l'explication, ça nous suffit amplement pour comprendre la suite
au niveau des zones d'intensité. Et donc le découpage du continuum en 3 parties grâce à l'emplacement de ces 2 seuils va en fait tout simplement définir les 3 zones d'intensité. La première zone d'intensité dite d'endurance fondamentale va intervenir avant le seuil 1. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne est censée se sentir en aisance respiratoire, pouvoir discuter, va peut-être pouvoir pousser un peu plus fort sur des footings un peu plus actifs, mais dans tous les cas, elle va pouvoir continuer de parler, rester en aisance respiratoire avec une pulsation cardiaque qui reste OK. Une fois dépassé le seuil ventilatoire numéro 1, ça va être beaucoup plus compliqué pour la personne de rester en aisance respiratoire. Donc là, en fait, on va s'approcher d'allures dites tempo ou d'allures de seuil. Ça va être des allures qu'on est capable de tenir entre 20 minutes et 1 heure. Une fois que le seuil ventilatoire 1 est atteint, on va avoir différents types de séances. Pour les plus simples, on va rester proche du seuil ventilatoire 1, donc ça va être des séances de tempo. On va pouvoir faire des blocs de 15 minutes, de 20 minutes, 25 minutes, répéter 1, 2, 3 fois, suivant où on en est dans la prépa, le niveau qu'on a. Au niveau des allures, moi je vous les ai indiquées ici, donc mon seuil ventilatoire est à peu près estimé à une allure de 3,40 par kilomètre, donc ça veut dire que je suis capable de tenir 2-3 heures à cette allure-là, donc cette allure de 3,40. Et typiquement les tempo run, comme je l'ai dit, des blocs de 15 minutes, je vais pouvoir les tenir à 3,35. Et donc plus on va s'approcher du seuil ventilatoire numéro 2, plus les segments d'intensité à effectuer vont être courts. Donc typiquement, ça va être des segments de 5 minutes, 7 minutes, allant jusqu'à peut-être 10 minutes. Et pour ma part, je vais être capable de tenir des allures de 3 minutes 20 ou 3 minutes 25 au kilomètre sur des segments de 7, 10 ou 15 minutes. Donc une fois qu'on va dépasser le seuil ventilatoire numéro 2, on va avoir des séances plus courtes avec des segments plus courts mais des intensités beaucoup plus fortes. Pour moi, ce seront des allures de VMA sur des segments très très courts, donc qui sont pour un effort normalement de 6 minutes environ. Et ça va aller jusqu'au seuil ventilatoire 2, où là, cette fois, ça va être des allures plutôt de 10 km, donc un effort max de 30 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus si compliqué que ça. Une fois qu'on a nos 2 seuils, on va juste diviser en 3 parties le continuum d'allure en fonction du temps. Donc typiquement, on va avoir la zone numéro 1 avec l'endurance fondamentale, la zone qui va se trouver au milieu avec des allures type tempo ou des allures seuil, où on va venir travailler certaines qualités qui vont être du 10 km au semi-marathon, peut-être même jusqu'au marathon pour les meilleurs. Enfin, une fois qu'on a dépassé le seuil ventilatoire 2, on va avoir des allures beaucoup plus courtes et là on va venir travailler ce qu'on va appeler la VMA, des allures de 5 km et pour les meilleurs des allures de 10 km. Pendant que j'expliquais cette catégorisation en 3 classes, vous pouviez voir apparaître des couleurs vert, jaune et rouge sur les différents tableaux d'allure, mais aussi sur le graphe. J'ai choisi ces 3 couleurs parce que c'est celles qui sont le plus couramment utilisées, que ce soit sur les blogs, sur les articles scientifiques. Maintenant, pour illustrer le débat dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des seuils, au niveau de la communauté scientifique, je voudrais vous présenter ce nouveau graphe ici et cette nouvelle table d'allure ici. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on ne va pas non plus passer de la zone verte à la zone jaune ou de la zone jaune à la zone rouge d'un seul coup comme ça. Je voulais vous montrer ça car, encore une fois, la frontière n'est pas exacte. Un jour, vous pouvez être à une allure qui pourrait être dans la zone jaune. Le lendemain, pour cette même allure, vous pourriez être dans la zone rouge. Par exemple, le lendemain, vous avez une augmentation du vent, vous avez une augmentation de la chaleur, vous avez une augmentation de l'humidité ou encore de l'altitude, du dénivelé parce que vous allez changer de circuit. Tous ces facteurs un à un ou ensemble vont impacter la performance. Il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est que vous allez monter en performance au fur et à mesure que vous vous entraînerez. Donc d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, vous allez augmenter votre niveau de performance et donc ces zones d'intensité seront amenées à changer en permanence. Et donc maintenant, pour aller plus loin, on va pouvoir passer à une catégorisation en 5 classes. Le principe finalement reste le même, on va trouver au fond cette classification en 3 classes avec ces 3 couleurs vert, jaune et rouge. Mais cette fois, on va subdiviser chacune des classes en 2 classes, ou en tout cas les zones jaunes et rouges en 2 classes pour cette classification en 5 classes. Et donc la zone jaune va être divisée en 2 avec d'un côté ce que j'appelle les tempo run et de l'autre les seuils. Et pour la zone rouge, ça va être exactement la même chose. D'un côté, on va avoir des allures dites VMA, vitesse maximale aérobie, on va pouvoir trouver des segments de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, peut-être une 15 ou une 30 pour les meilleurs. Et à côté, à droite, on va avoir des allures plutôt de 5 km ou 10 km avec des segments en séance qui vont être de 2 minutes, 3 minutes, peut-être 4 minutes pour les meilleurs. Et pour la catégorisation en 7 classes qu'on peut parfois trouver sur les blogs, dans la littérature ou autre, ça va juste encore être une subdivision de la classification en 3 classes, en juste plus de classes. Donc typiquement pour la zone verte, elle va être divisée en 2 parties. Donc là, suivant où vous trouvez cette classification en cette classe, ça peut être des zones différentes. Certains vont définir comme recovery, donc la récupération à droite versus l'endurance fondamentale à gauche. Il y en a d'autres qui choisissent de ne pas intégrer la récupération. Ces autres classifications mettront plutôt endurance fondamentale à droite et peut-être footing actif ou footing appuyé à gauche. En ce qui concerne la zone jaune, pas de surprise, c'est la même subdivision qu'on pouvait la trouver dans la 5 classes. Et la zone rouge, on va retrouver la même subdivision qu'on pouvait trouver dans la 5 classes. Donc à gauche la VMA,
Et à droite, on va avoir une zone qu'on va cette fois subdiviser en 2 parties. Et ces 2 sous-classes, en fait, vont apporter juste plus de précision. En réalité, plus on va courir vite, plus on va avoir des séances intenses, plus il va être important quand même d'apporter de la précision dans ces segments. Donc c'est assez intéressant d'avoir 3 zones ici dans le rouge, comparé aux 2 zones dans le jaune et aux 2 zones dans le vert. Et pour finir, je vous présente la classification que j'utilise dans la vie de tous les jours. C'est une catégorisation en 9 classes pour 9 zones d'intensité. Pourquoi j'en utilise autant? Clairement, quelque part, c'est parce que j'ai un petit côté geek sur les bords, mais c'est surtout pour savoir où mes athlètes se trouvent, dans quelle zone d'intensité ils sont en train de travailler, qu'est-ce qu'ils ont exactement fait pendant leur séance. Et pour les débutants, clairement pas la peine de se prendre la tête avec cette classification en 9 catégories, 9 zones d'intensité. Ça vaut vraiment pas le coup. Il faut commencer par la classification 3 classes. Là, vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez apprendre à travailler aux sensations. Et une fois que vous voudrez varier un peu plus de vos entraînements, avoir un peu plus de précision, là, vous pouvez passer d'abord à la 5 classe, ensuite à la 7 classe. Et enfin, pour finir, pour casser la monotonie, vous pourrez venir sur cette classification 9 classes sans aucun souci. Et maintenant, la grande question, c'est comment définir ces zones d'intensité pour son propre niveau. Et là, c'est vraiment une question complexe parce que suivant son niveau, on ne va pas pouvoir prendre les mêmes références. Donc concrètement, si vous commencez un sport d'endurance, je vais continuer de prendre ici l'exemple de la course à pied. Donc vous êtes coureur à pied, vous êtes débutant, vous n'allez pas être capable de tenir autant d'intensité sur autant de temps que les coureurs élites, malheureusement. Et c'est ça qui complexifie la définition des zones d'intensité qui vont vous être propres. Si par exemple vous allez sur internet, vous allez probablement trouver des blogs qui vont vous proposer des tableaux de correspondance des zones d'intensité. Typiquement, ces zones d'intensité vont être par exemple calculées en pourcentage de la VMA. Donc vous avez un indicateur qui vous est propre, la VMA, donc la vitesse maximale aérobie. Vous la connaissez, par exemple, je sais pas, vous êtes capable de tenir 17 km/h sur un test VMA. Et vous allez donc calculer votre allure marathon en pourcentage de cette VMA. Et donc comme je vous l'ai dit, les coureurs élites vont être capables de tenir ce même pourcentage de VMA par rapport à vous, mais sur une durée beaucoup plus longue, donc sur une distance beaucoup plus longue aussi lors d'une course. Typiquement, il se peut qu'ils peuvent tenir ce même pourcentage de VMA sur un marathon quand vous pouvez le tenir que sur un semi-marathon. Par contre, ces estimations d'allure, c'est pas non plus n'importe quoi, c'est pas complètement à côté de la plaque. Donc vous pouvez les utiliser comme base pour commencer votre séance et après, avec l'intuition, avec la connaissance de vous-même et tout ça, vous allez ajuster et définir vos propres zones d'intensité par la suite. Et donc pour commencer à essayer d'estimer ces zones d'intensité qui vont vous être propres et du coup calculer des tables de valeurs par exemple, il va vous falloir au moins un indicateur. Donc je voulais parler par exemple de l'indicateur VMA. Donc il y a plusieurs tests qui vous permettent d'estimer votre VMA. Donc en pourcentage de cet indicateur, la VMA, vous allez pouvoir définir les différentes zones d'intensité qui vous sont propres. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Typiquement, la fréquence cardiaque maximale, elle va également vous permettre d'établir différentes zones d'intensité en pourcentage de cette FC max. Typiquement, moi j'utilise le seuil fonctionnel, qui est l'allure max qu'on est capable de tenir sur une heure. Donc on peut l'estimer grâce à un test de 20 minutes. On court 20 minutes et on fait 95% fois la valeur de l'allure qu'on était capable de tenir sur ces 20 minutes et on obtient son seuil fonctionnel. Et donc après, on prend un pourcentage de ce seuil fonctionnel pour définir les différentes zones d'intensité. Et donc moi, en ce qui me concerne, par rapport aux athlètes que je coach, j'ai développé un algorithme qui permet d'estimer toutes ces zones d'intensité pour les différents profils de mes athlètes. Et du coup, elles sont vraiment personnalisées pour chacun de mes coureurs. Et donc pour conclure sur ces zones d'intensité, ce qu'on peut dire c'est que si on cherche par soi-même à les définir, honnêtement c'est un peu le bordel. D'abord on va commencer par les chercher sur internet, on va voir différents types de classifications, il y a celle en 3 classes, celle en 5 classes, celle en 7 classes. C'est même pas toujours les mêmes sous-classes qu'il y a dans ces différents types de classifications, donc autant dire que ça commence pas super bien. Ensuite, on va avoir des classifications qui sont faites en pourcentage de VMA ou de FC max. Pourcentages qui sont, comme je vous l'ai dit, pas exacts suivant que vous soyez débutant ou élite. Donc il va falloir faire le tri là aussi. Donc je pense que l'idéal, comme je le disais dans la vidéo, c'est peut-être d'essayer de faire une préestimation de ces zones d'intensité à l'aide de ces outils que vous pouvez trouver sur internet. Mais une fois que vous avez mis ça en place, il ne faut pas croire et prendre comme acquis ces zones d'intensité. Déjà, comme je vous l'ai dit, elles vont évoluer en fonction de votre évolution du niveau de performance. Il va y avoir, comme je vous l'ai dit, le chaud, l'humidité, le vent, le dénivelé, et j'en passe. Mais il faut aussi, à l'entraînement, faire preuve de bon sens et écouter son ressenti. Donc typiquement, au début d'une séance, si vous êtes déjà dans le rouge au bout du deuxième intervalle alors que vous en avez 15, c'est plutôt très mal parti. Donc il vaut mieux rétrograder, ralentir un peu l'allure et tenir les 15 segments. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur les zones d'intensité. Potentiellement qu'on pourrait creuser encore plus loin, mais je pense que c'est déjà un très bon début. En tout cas, moi j'ai commencé à m'y intéresser il y a quelques temps pour justement mettre en place un algorithme qui permet de justement mieux estimer ces zones d'intensité avec plus de précision en tout cas pour les différents types de profils. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai aussi trouvé que c'était un peu le bordel sur les informations qu'on pouvait y trouver sur ces fameuses zones d'intensité. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en faire part à travers cette vidéo. En tout cas, entraînez-vous bien, utilisez bien les zones d'intensité comme il faut. Faites bien gaffe aux facteurs de chaleur qui risquent d'impacter fortement votre performance suivant où vous vous trouvez cet été. Prenez soin de vous et à plus tard. Ciao!